Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle webconf AFEF AME. Durant l'heure qui va suivre, nos trois orateurs experts de l'AFEF, Charlotte Constantin, Édouard Bardou-Jacquet et Aurélie Plessier, vont nous faire une rétrospective des meilleures publications les plus significatives de l'année 2023. Je propose de commencer sans plus tarder avec les thématiques fibrose, alcool et carcinome hépatocellulaire qui vont nous être présentées par Charlotte. Charlotte, bonsoir, c'est à toi. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. C'est parti, on commence par fibrose. Alors fibrose, un des grands challenges de notre spécialité, c'est d'amener les patients en soins plus précocement, puisqu'aujourd'hui, plus de 75% des patients sont diagnostiqués à un stade tardif. On a depuis 2020 des recommandations de différentes sociétés savantes, à la fois hépatogastro-entérologie ou même diabétologie, qui encouragent un dépistage systématique de la fibrose hépatique chez les patients avec des facteurs de risque métaboliques englobant la consommation excessive d'alcool. Ces recommandations sont globalement concordantes en positionnant un test simple FIB4 en première ligne, suivi d'un ou deux tests spécialisés. Mais il manquait jusqu'à présent la validation de cet algorithme, et notamment dans une cohorte française. Et c'est le premier papier que je voulais vous présenter aujourd'hui, le travail de Clémence Canivet, qui est basé sur une cohorte de environ 1000 patients qui ont une stéatopathie métabolique prouvée histologiquement. Ce travail montre que l'approche algorithmique permet d'améliorer la spécificité et la valeur prédictive positive à chaque étape par rapport à un test seul. Sur la figure, vous voyez que quand le score de FIB4 est faible, on a une population qui est majoritairement plus de 80% de patients avec une fibrose minime. De même, quand on a un test de seconde ligne, si le FIB4 est élevé, également une population de patients avec une fibrose modérée à minime. Mais si le score de FIB4 et le FibroScan sont élevés, on a des populations qui sont bien enrichies en fibrose avancée, et un troisième test de fibrose permet encore d'affiner l'évaluation de la fibrose. Et puis, dans une proportion minime de patients, on aura besoin de faire la biopsie parce qu'on sera dans la zone grise. Mais ce que ce travail montre bien, c'est que l'algorithme FIB4 puis FibroScan et test sanguin permet d'avoir une performance pour le diagnostic de fibrose avancée de 80%, avec un taux de biopsie hépatique qui devient minime, 10%. Alors ça, c'est intéressant, mais c'est vrai que c'était dans des populations potentiellement de centres tertiaires, et c'était intéressant de savoir si on obtenait les mêmes résultats quand on partait de populations avec une prévalence de la condition bien inférieure. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, le soin primaire ou les cliniques de diabétologie. Et ce travail rapporte également les résultats dans une cohorte de 230 patients issus de soins primaires ou de diabétologie, qui, pour certains, ont eu une biopsie hépatique. Et on voit ici que 30% des patients doivent avoir un test de seconde ligne, le FibroScan, 15% un deuxième test spécialisé pour affiner l'évaluation de la fibrose, mais finalement, un nombre très minime de patients va avoir une biopsie hépatique, 3%. Et on retrouve globalement les mêmes chiffres. La valeur prédictive de cet algorithme, 75% pour le diagnostic de la fibrose avancée. Donc on peut se reposer sur cet algorithme pour faire le diagnostic précoce. Alors c'est vrai que cet algorithme, il doit être utilisé principalement par les praticiens qui prennent en charge ces patients à risque, qui sont par définition plutôt les médecins de médecine générale ou les diabétologues, qui ne sont pas aujourd'hui complètement sensibilisés à l'utilisation de cet algorithme. Et c'est pour ça qu'il y a des interventions qui peuvent être mises en place pour aider ou accompagner ce diagnostic précoce. Et j'ai trouvé que ce travail était intéressant. L'idée, c'est de faire un calcul systématique d'un score de fibrose. Dans ce travail, c'est FIB4 ou APRI. Associé, si le score de fibrose initiale est élevé, à un message électronique à destination du praticien qui prend en charge le patient. C'est intéressant parce que c'est un essai randomisé. Groupe intervention, c'est le FIB4 est calculé systématiquement sur la base des bilans biologiques réalisés, puis un message électronique est adressé au praticien si le FIB4 est élevé, et le groupe témoin, c'est les soins habituels où rien n'est calculé systématiquement.
C'est une cohorte intéressante puisqu'on part d'environ 1400 patients. 1000 patients sont randomisés, attribués groupe intervention environ 530, groupe témoins environ 530 également. Critère de jugement, c'est la proportion de patients qui ont un FIB4 ou un score APRI élevé qui a reçu dans l'année les soins appropriés. Et le résultat, c'est que dans le groupe intervention, il y a 31% des patients qui ont un FIB4 ou un APRI élevé, et 24% dans le groupe contrôle. Et parmi ces patients, dans le groupe intervention, il y en a 33% qui vont avoir dans l'année les soins appropriés au fait qu'on a découvert des scores de fibrose élevés, alors qu'il n'y en a que 3% dans le groupe contrôle. Donc ça veut dire que cette intervention, elle a un impact intéressant. Alors c'est vrai qu'au final, on trouve assez peu de patients avec une fibrose avancée. C'est 2% dans la cohorte groupe interventionnel et moins de 1% dans le groupe contrôle. Néanmoins, ce sont des choses assez simples à mettre en place. Je trouve les calculs systématiques, on sait que c'est possible dans les laboratoires d'analyse biologique. Et puis, programmer maintenant des rappels, ça semble simple. Donc, un essai randomisé qui montre que ça marche, je trouve que c'est intéressant à considérer et peut-être à reproduire. Et puis le troisième papier dont je voulais parler sur les tests de fibrose, c'est que là je vous ai parlé des tests de fibrose pour identifier des patients qui ont une fibrose avancée, qui doivent rentrer dans une prise en charge. Mais finalement les tests de fibrose, ils peuvent aussi être utilisés pour prédire les complications de façon un peu pronostique. C'est un travail qui a été mené dans les hôpitaux Veterans Hospitals aux États-Unis, une cohorte de 200 000 patients avec un diagnostic de stéatopathie métabolique posé sur des codes SIM10. Les patients avaient tous un FIB4 à baseline et un FIB4 calculé à 3 et 5 ans. À baseline, dans cette population, il y avait 75% des patients qui avaient un score de FIB4 bas, inférieur à 1,3, 21% un score intermédiaire et 4% avec un score supérieur à 2,67. Et ce qu'on voit, c'est que d'une part, un certain nombre de patients changent de catégorie au cours du suivi. 20% des patients qui étaient dans la catégorie à faible risque évoluent vers une catégorie à plus haut risque. 16% des intermédiaires évoluent vers un haut risque. Et parmi les patients à haut risque, la grande majorité reste à haut risque. En plus, quand on a un FIB4 qui est constamment élevé, ce que montre ce travail, c'est que le risque est démultiplié de carcinome hépatocellulaire. Risque multiplié par 50 quand le FIB4 est élevé initialement et qui reste élevé au cours du suivi. Et que le changement de classe vers une classe plus élevée, notamment la classe la plus haute, est également associé à un fort risque de développer une cirrhose et un carcinome hépatocellulaire. Donc ces tests extrêmement simples, ils permettent de repérer tôt des patients qui vont développer des complications. Et donc l'idée, c'est évidemment de les repérer avant qu'ils développent ces complications, parce qu'on peut les prévenir par une prise en charge adaptée. Donc voilà pour fibrose. Je continue avec alcool. Alors c'était difficile, on est en janvier, c'était difficile de ne pas parler de ce qui fait le buzz aujourd'hui, Dry January. Donc je rappelle que le Dry January, c'est une manifestation qui encourage chacun d'entre nous à réfléchir à son consommation d'alcool et qui lance un défi de ne pas consommer d'alcool pendant toute la durée du mois de janvier. C'est une manifestation qui est soutenue par de nombreuses associations de santé et en particulier l'AFEF. Et je voulais aujourd'hui saluer l'initiative du Collège universitaire des enseignements d'addictologie, mais également d'un collège des membres de la Société française de santé publique qui ont par voie de presse, alerter les autorités de santé et le gouvernement en leur demandant de soutenir cette manifestation, une manifestation de marketing social qui, en gros, a pour objectif de faire réfléchir les gens uniquement sur leur consommation d'alcool. Alors, dans les éléments que tu reprends, les cartouches, là, ce sont tous des initiatives positives en faveur du Dry January. Cette année, ça a pris quand même dans les médias, mais aussi avec des éditoriaux et des interventions qui étaient plutôt contre, voire farouchement contre, avec notamment basés sur des arguments socioculturels, sans prendre en compte et faisant fi
des complications liées à la prise chronique d'alcool, notamment les maladies hépatiques. On ne peut pas nier le fait qu'il y ait des cirrhoses alcooliques en France quand même encore et qu'il y en ait beaucoup. Donc comment on peut faire pour aller plus loin, pour remettre cette notion de complication, ce discours et l'importance aussi de l'alcool et de ses effets néfastes, notamment de sa prise chronique, au niveau justement du grand public et des médias. Parce que si c'est un vecteur très important de communication, comment on peut faire pour remettre en place un petit peu et remettre en avant ces complications néfastes de l'alcool? Parce qu'encore une fois, je me permets d'insister, il y avait quand même des éditoriaux qui étaient très centrés socioculturels et qui parlaient pas du tout des complications liées à l'alcool. Effectivement, les éditoriaux insistaient beaucoup sur le fait que depuis les années 60, il y a eu une diminution constante de la consommation globale d'alcool en France. Et que pour eux, ça suffit pour dire qu'on a déjà pris conscience, que la population française a pris conscience des effets néfastes de l'alcool. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que je voulais rappeler en fait que l'alcool, c'est le second facteur de risque de cancer après le tabac en France, et dans la stratégie décennale de lutte contre le cancer qui est en cours, c'est identifié comme une priorité de prise en charge pour prévenir la survenue de cancer. Je voulais aussi rappeler que la mortalité attribuée à l'alcool, elle est plus élevée en France qu'ailleurs en Europe. Malgré nos efforts, on reste encore en tête de peloton de mortalité chez les hommes et chez les femmes. C'est la courbe bleue. On est très haut placé. Donc on a fait des efforts, mais c'est loin d'être suffisant. Et ce que souligne la stratégie décennale, c'est qu'il faut continuer à renforcer les avertissements sanitaires et favoriser les campagnes favorisant la diminution, voire l'arrêt de la consommation d'alcool. Et dans ces rapports, il est précisé qu'il faut soutenir Dry January. Donc moi, je voulais le rappeler. Dry January, ça encourage chacun d'entre nous à réfléchir de sa consommation. Et en réfléchissant, on peut commencer un changement. Néanmoins, il y a des situations où il va falloir penser à l'abstinence, et c'est la suite de ma présentation. Aujourd'hui, pour nos patients, nous on les voit, ils ont une maladie chronique du foie, la plupart du temps même on les voit à un stade avancé, donc au stade de cirrhose, et notre recommandation c'est de les encourager à avoir de stopper complètement leur consommation d'alcool, abstinence totale et définitive. Aujourd'hui, on a beaucoup de données qui montrent l'impact de l'arrêt de la consommation d'alcool avant la survenue des complications, mais c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de données sur qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a la maladie chronique du foie au stade de cirrhose en fonction de la quantité d'alcool consommé. Et c'est l'intérêt de ce travail publié cette année, qui est une étude ancillaire de la cohorte CIRAL. Je rappelle, la cohorte CIRAL, c'est une cohorte de patients avec une cirrhose liée à l'alcool prouvée histologiquement. L'idée, c'est d'étudier l'histoire naturelle de cette maladie. 650 patients avec cirrhose liée à l'alcool, suivi prospectif de la consommation d'alcool, et on regarde les complications. Première chose, chez les patients qui étaient abstinents au moment de l'entrée dans l'étude, il y en a 30% qui reprennent une consommation d'alcool. Et ce qu'on retrouve, vous voyez là les courbes de survie globale, en fonction de la consommation d'alcool par semaine, en nombre de verres par semaine. Et moins on consomme de verres par semaine, meilleur est le pronostic. Et c'est la même chose quand on regarde les complications hépatiques. Donc, ce travail réaffirme, et on peut le montrer aux patients aussi, que quand on a une cirrhose liée à l'alcool, l'objectif, c'est vraiment l'abstinence totale et définitive, parce que aucune consommation d'alcool n'est sans risque dans cette situation-là en particulier. Et donc là, pas le choix. Pas le choix. Mais il faut accompagner les patients et après s'adapter à ce qu'ils peuvent faire. On peut aussi y aller pas à pas. Deuxième travail que je voulais détailler, c'est ce travail qui s'intéresse aux critères diagnostiques de l'hépatite liée à l'alcool. Alors en France, on est très biopsie hépatique, mais il faut reconnaître que la biopsie hépatique, par définition, par voie transjugulaire, pour faire le diagnostic d'hépatite liée à l'alcool, est pas toujours
finalement accessibles en dehors de grands centres. Et dans d'autres pays, c'est encore plus compliqué. Donc il y a des critères que j'ai appelés non invasifs, diagnostiques, qui sont les suivants: ictère de moins de 8 semaines, consommation d'alcool chronique avec un sevrage de moins de 60 jours avant le début de l'ictère, des anomalies du bilan hépatique, azate supérieur à 50, azate suralate supérieur à 1,1, et puis des transaminases pas trop élevées, et un taux de bilirubine supérieur à 50 micromoles par litre. Le diagnostic d'hépatite liée à l'alcool, il est probable si on a tous les critères présents et pas de facteurs confondants. Il est certain s'il est confirmé par une biopsie hépatique. Et puis, il est possible si on n'a pas de biopsie hépatique, qu'on n'a pas tous les critères et qu'on a aussi des facteurs confondants. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux premiers, probables et certains, sont la population éligible à une corticothérapie. Et c'est aussi, quand il y a des essais cliniques, on n'a pas toujours besoin d'avoir une biopsie pour confirmer le diagnostic. L'idée de ce travail, c'est d'évaluer la performance diagnostique de ces critères non invasifs par rapport à la biopsie hépatique et d'explorer de nouveaux critères diagnostiques pour voir si on pouvait améliorer les existants. Donc ce travail a été fait sur une cohorte de 268 patients avec maladie chronique du foie liée à l'alcool et une biopsie hépatique. Premier élément, quand les patients remplissent les critères diagnostiques non invasifs, la performance diagnostique pour l'hépatite liée à l'alcool n'est que de 70%. Et donc, ils ont ensuite cherché d'autres modèles pour essayer d'améliorer cette performance. Alors, il y a plusieurs modèles que je vais pas citer, mais le plus performant était celui-là, qui prend en compte le taux de bilirubine, à nouveau les transaminases azate et le ratio azate et suralate, la consommation d'alcool évidemment, et puis le taux de CRP. Et avec ce nouveau modèle, on avait une amélioration de la performance diagnostique à 78%. Ça reste néanmoins insuffisant, possiblement, d'autant que dans ce travail, il montre aussi que les patients qui avaient des critères tous négatifs, non invasifs, mais qui pourtant, au niveau de la biopsie, avaient des critères diagnostiques de l'hépatite alcoolique, avaient un pronostic bien moins bon. Donc, probablement quand même, la biopsie hépatique doit rester la référence dès qu'on peut. Mais un travail quand même intéressant. Très rapidement, je vais parler de cet essai de phase 2 parce qu'en fait, on a assez peu d'essais thérapeutiques dans la maladie du foie liée à l'alcool. Et donc, c'est un travail qui a été publié dans le Lancet Gastro-Hépato cette année. L'intérêt de la rifaximine. Donc, c'est une étude randomisée contrôlée en double aveugle qui a eu un petit peu de difficulté d'inclusion parce qu'on part d'une cohorte de près de 2000 patients et finalement, on randomise 136 patients en deux groupes qui reçoivent la rifaximine ou le placebo. Et le résultat, c'est que les patients dans le groupe rifaximine semblaient avoir une progression de la fibrose dans une moindre proportion par rapport au groupe placebo. C'est le seul résultat qui est significatif. C'est une phase 2. Ça mérite d'être confirmé évidemment dans un essai multicentrique de phase 3, mais je trouvais que c'était intéressant de souligner qu'il y a quand même, il y a besoin de recherche dans cette thématique. Et puis, dernier travail concernant l'alcool, ce travail qui s'est intéressé aux causes de morbidité et mortalité non hépatique chez les patients qui ont une maladie du foie liée à l'alcool. C'est une revue systématique de la littérature et méta-analyse à partir de 37 études, 50 000 individus avec maladie du foie liée à l'alcool. Premier message, parmi ces patients, il y a énormément de facteurs de risque métabolique, de maladies cardiovasculaires et d'obésité. Et ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, donc dans la première figure, le bleu clair, c'est la mortalité liée au foie. Évidemment, plus on a une maladie du foie grave, plus on a de risque de mourir du foie. Donc c'est ça, on le sait. Mais je voulais évidemment rappeler que quand on a un foie gras sans fibrose, le risque de mortalité lié au foie il est faible, c'est plutôt les autres causes. Et ce que ce travail montre bien aussi, c'est que il y a une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires et de tumeurs malignes hors cancer primitif du foie chez les patients avec une maladie du foie liée à l'alcool. Un risque qui est plus élevé par rapport à des contrôles sans maladie chronique du foie liée à l'alcool et plus élevé par rapport aux patients qui ont
juste, entre guillemets, un trouble de l'usage de l'alcool. Le message là, c'est que on a tendance à se focaliser sur les complications hépatiques, mais il ne faut pas oublier que ces patients ils peuvent mourir d'autre chose, et pas oublier notamment le dépistage des autres cancers que le cancer primitif du foie. Donc voilà pour l'alcool, et j'enchaîne sur le carcinome hépatocellulaire. En commençant par le dépistage. Je vais vous présenter un papier qui s'intéresse au dépistage du cancer du foie chez les patients d'origine africaine infectés par le virus de l'hépatite B. Donc, je voulais commencer par rappeler les recommandations de l'AFEF en la matière. Pour les patients qui sont infectés par le virus de l'hépatite B, cirrhotique, dépistage semestriel. Et pour les patients non cirrhotiques, les recommandations de l'AFEF rappellent qu'on peut utiliser le score PAGE qui se base sur l'âge, le sexe et le taux de plaquettes, avec 3 niveaux de risque. Un risque faible avec un score qui est inférieur ou égal à 9, un risque intermédiaire entre 10 et 17 et un risque élevé au-dessus de 18. Et l'AFEF recommande de proposer un dépistage semestriel du carcinome hépatocellulaire en cas de risque intermédiaire ou élevé. Ce que je vous montre là, c'est un travail qui a été publié en 2016, mais qui s'intéressait à des patients caucasiens. Et puis, il y a un PAGE B modifié qui s'intéresse aux patients asiatiques. Pareil, 3 niveaux de risque. Ça rajoute juste par rapport au score PAGE non modifié l'albumine. Mais la question se posait toujours pour les patients d'origine africaine. Et c'est vrai, quand on discute avec nos collègues, en fait, personne ne fait vraiment la même chose, parce que les recommandations même internationales ne disent pas exactement la même chose. Cirrhotique, évidemment, mais quand pas cirrhotique, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des collègues et des recommandations qui suggèrent que dès 20 ans, on peut dépister de façon semestrielle. Néanmoins, ça fait beaucoup de patients et c'est pas toujours facile de maintenir les patients dans le suivi et dans le dépistage. Et donc ce travail, il a l'intérêt de nous aider. C'est une étude rétrospective multicentrique internationale qui se passe dans 3 pays, Royaume-Uni, Espagne et Pays-Bas, des patients qui sont d'origine Afrique subsaharienne, mais qui sont pris en charge dans ces pays-là. Dans cette cohorte de près de 1500 patients, il y a 12% de patients avec une fibrose avancée. Ils sont tous mono-infectés. Ce que montre ce travail, c'est que ce qui compte principalement, c'est le stade de fibrose à l'entrée dans l'étude. Il y a évidemment beaucoup plus de risque de carcinome hépatocellulaire s'il y a une fibrose avancée, mais c'est pas toujours facile d'avoir le stade de fibrose. Et ce travail montre que le score PAGE B classique ou le score PAGE B modifié identifie également ces 3 niveaux de risque, et le risque de carcinome hépatocellulaire, il est vraiment minime dans les risques faibles. Donc possiblement, chez nos patients d'origine d'Afrique subsaharienne, on peut utiliser le score PAGE B. C'est vrai que c'est ce que disaient les recommandations AFEF, mais il y avait toujours ce doute sur ces populations-là, et ce travail nous aide à répondre à cette question. Alors ensuite, on va parler du traitement du carcinome hépatocellulaire. Ces dernières années, on a surtout eu des modifications dans la prise en charge des patients avec un CHC avancé, le traitement systémique. La nouveauté cette année, c'est que je vais vous présenter des résultats de traitement adjuvant après traitement à visée curative. C'est l'essai IMREV 050. L'idée, c'est de proposer un traitement adjuvant après un traitement à visée curative, soit résection, soit traitement percutané. Une étude randomisée avec randomisation 1 pour 1, soit un traitement de 12 mois par atezolizumab bevacizumab sur les mêmes modalités par rapport à une surveillance active, sachant qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il n'y a pas de traitement adjuvant et qu'il y a dans les 2 situations, après traitement à visée curative ou ablation, un taux très élevé de récidive, plus de 50% à 5 ans. Ce traitement, il n'a été proposé qu'à des patients identifiés à haut risque, avec des critères qui sont pas si simples à retenir, qui sont différents pour la résection et pour le traitement percutané, et qui sont pas faciles à garder en tête, et qui sont en plus différents des autres études qui vont venir, dont je vous parlerai peut-être l'année prochaine. Néanmoins, en gros, c'est le nombre de nodules, taille des nodules, présence d'une invasion macrovasculaire. Il fallait que ces critères soient remplis.
Et les résultats, c'est une étude positive, donc on est content d'avoir une étude positive, c'est-à-dire qu'il y a bien une différence entre le groupe de patients qui reçoit le traitement adjuvant par rapport au groupe surveillance active. Là où on est un tout petit peu moins satisfait, c'est que les courbes, elles se rejoignent à 2 ans. Donc la question c'est, certes, on diminue la récidive précoce, mais est-ce qu'on ne fait que la repousser ? Donc c'est quand même des données qui sont un petit peu immatures pour changer nos pratiques aujourd'hui. Deuxième point d'interrogation, c'est que c'est pas tout à fait la population dans cette étude, c'est pas tout à fait la population qu'on prend en charge en France. C'était essentiellement des patients d'origine asiatique, essentiellement des patients affectés par le virus de l'hépatite B. Donc pour l'instant, prudence pour changer nos pratiques, même si ça va rentrer dans les algorithmes dans certaines prochaines recommandations. Donc prudence. Et puis, un petit mot sur l'hypertension portale et cancer du foie. Je voulais parler de ce travail de Manon Allaire parce que c'est très important, avant de débuter un traitement systémique, de savoir comment prévenir le risque de complications hémorragiques chez les patients qui sont cirrhotiques. Et la question se posait de est-ce qu'on peut utiliser les mêmes critères que chez les patients qui n'ont pas de cancer pour dire qu'il faut ou pas faire de fibrodiagnostic ou de dépistage de l'hypertension portale. En fait, ce travail dit que les critères de Baveno et 6 pour le diagnostic des varices de grande taille et 7 pour le diagnostic de l'hypertension cliniquement significative ne sont pas utilisables puisqu'il y a un pourcentage très important de patients pour lesquels on va passer à côté soit de varices de grande taille, 10% avec les critères de Baveno 6 pour les patients avec une cirrhose Child A et un petit cancer, et jusqu'à 25% pour les critères de Baveno 7. Donc, quand on doit mettre en route un traitement systémique, il faut faire une fibroscopie et mettre en route les traitements préventifs nécessaires. Et puis, je voulais aussi parler de cet élégant travail de Wendy Limousin. Le cancer du foie, aujourd'hui, c'est assez basique. On a un cancer, on déroule les lignes, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Et puis, on n'a pas beaucoup mieux pour l'instant. Ce travail s'est intéressé à une cohorte de patients qui avaient été traités par atezolizumab et bevacizumab et qui avaient progressé. Parmi cette cohorte de 134 patients, je crois, il y en avait 34 qui étaient éligibles, qui pouvaient, compte tenu de l'état général notamment et de la fonction hépatique, avoir un traitement de seconde ligne. Et chez 20 de ces 34 patients, il y a eu une analyse génomique complète après progression et la détermination de mutations actionnables par des traitements disponibles. 9 patients ont été traités selon les recommandations, je dirais, de ces analyses, et 3 patients ont eu des réponses, parfois exceptionnelles. C'est le cas de cette patiente qui a eu une réponse complète sous everolimus. Donc c'est assez nouveau, c'est possiblement l'avenir pour les patients avec un carcinome hépatocellulaire. C'est hyper important quelque part, parce que quand on regarde le cholangiocarcinome, là maintenant on a plein de mutations, on a du traitement à la carte, on voit que c'est un champ qui est en pleine expansion, ça bouillonne, on va vraiment vers une médecine personnalisée. Le carcinome hépatocellulaire, c'était plutôt réputé beaucoup plus difficile, notamment avec les TKI, on avait beaucoup de mal à trouver des facteurs prédictifs de réponse au traitement pour savoir si ça allait marcher ou pas. Donc la médecine personnalisée, c'était compliqué. Donc là, ça veut dire que le dogme va évoluer alors. Oui, on espère. Et le dog, il peut évoluer surtout parce qu'on s'est remis à faire des biopsies du foie. C'est en fait une des raisons pour lesquelles on n'a pas de facteur prédictif, c'est probablement parce qu'on a arrêté de biopsier les patients. Et parce qu'on a arrêté de biopsier les patients, on ne pouvait pas faire ce type d'analyse qui sont faites pour les autres cancers pour lesquels on fait une biopsie pour le diagnostic. Donc le message, c'est que il faut se remettre à faire des biopsies parce que aujourd'hui, c'est plus que avant on disait pour la recherche ça va être important, mais la recherche, elle arrive maintenant. À des conséquences pratico-pratiques. Avec des conséquences pratico-pratiques. Alors, on espère qu'on aura aussi, grâce à l'augmentation des biopsies, des facteurs pronostiques pour attribuer les différentes lignes de traitement, parce qu'aujourd'hui, on les déroule les unes après les autres, et peut-être que bientôt, on pourra avoir un traitement plus personnalisé. Mais ce type d'analyse changera probablement également la prise en charge dans l'avenir. Et puis pour terminer, je voulais parler de cette étude qui comparait
C'est le premier essai contrôlé randomisé occidental qui testait la stratégie chimio-embolisation plus radiothérapie conformationnelle par rapport à la chimio-embolisation seule. C'est un essai qui a été difficile à mener puisque seuls 120 patients ont pu être inclus sur les 150 prévus. C'est une étude négative. Dans ce travail, il n'y avait pas d'augmentation de la PFS ni de la survie globale dans le groupe recevant la combinaison par rapport à la chimio-embolisation seule. En plus, il y avait plus d'effets indésirables dans le groupe traité par combinaison, mais je voulais quand même saluer ce travail parce que aujourd'hui la radiothérapie a un tout petit peu de mal à trouver sa place et c'est important de faire ce type d'essai randomisé contrôlé pour faire avancer nos connaissances. Voilà pour le best-of de cette année me concernant. Merci beaucoup Charlotte. Je propose qu'on passe à la seconde partie de cette webconf avec Édouard Bardou-Jacquet qui va nous parler de stéatopathie métabolique, de cirrhose et de transplantation. Bonsoir Édouard, je te donne la main. Bonsoir Jérôme. Alors moi je vais effectivement vous parler de stéatohépatite métabolique, de cirrhose grave et de transplantation en essayant de voir ce que j'ai trouvé d'intéressant évidemment et surtout d'un peu pratique en termes de clinique. Le premier papier qui s'intéresse à la fibrose dans la stéatohépatite métabolique. Alors, en passant brièvement, on sait que c'est une maladie fréquente, qu'elle est associée au syndrome métabolique. J'ai parlé de la discussion sur la nosologie et les nouveaux termes qu'on emploie pour essayer d'élargir. Et la fibrose hépatique que tout le monde connaît évidemment, on sait que c'est le marqueur pronostic principal de cette maladie, que c'est associé à la mortalité hépatique et toute cause. Le petit problème, c'est que l'essentiel des travaux qui ont été faits, c'est transversal, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé au diagnostic de la fibrose, la biopsie, les tests non invasifs, et finalement, on n'a pas beaucoup de données sur la vitesse d'évolution de cette fibrose, et en particulier de l'impact du diabète de type 2 sur l'évolution de cette fibrose et la progression de la maladie. Ça, c'est un travail américain qui est assez conséquent, le NASH-CRN, qui a pris tous les patients avec un syndrome métabolique, avec ou sans syndrome de diabète de type 2, qui a vu une biopsie initiale et une biopsie de suivi au-delà d'1 an au minimum, et ils sont intéressés à l'incidence cumulée de la progression d'au moins un stade de fibrose au cours du suivi. Il y avait une relecture contradictoire par 3 experts du NASH-CRN pour la biopsie, pour tous les paramètres qui nous intéressent dans cette maladie. Une population assez conséquente, presque 500 patients, avec des caractéristiques classiques. États-Unis, petite prédominance féminine avec des IMC au-delà de 35, 230 sans diabète, 200 avec un diabète et une répartition de la fibrose plutôt dans les parties pas très sévères, 20% d'F0, 26% F1, 23% F2 et seulement 4% de fibrose sévère et 26% de fibrose F3. Donc une population assez classique. Un suivi moyen de 3 ans entre les 2 biopsies. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même une aggravation de plus d'un stade chez près d'un tiers des patients, un gros 40% qui stagne et 25% qui s'améliore sous l'effet de la prise en charge métabolique, des éventuels traitements, etc. Donc quand même une progression significative qui est associée au diabète de type 2 avec une aggravation plus fréquente en univarié et en multivarié et qui n'est pas associée à la régression de la maladie en termes de fibrose. Ce qu'on constate aussi, c'est que quand on compare les patients qui avaient une fibrose peu sévère, donc F0 à F2, versus le passage à F3, F4, donc une fibrose sévère, dont on sait qu'elle est associée aux événements hépatiques et cliniques, il y a une prévalence beaucoup plus importante de patients diabétiques qui ont cette progression, un quart des patients en seulement 3 ans, versus seulement 14% des patients qui ne sont pas diabétiques. Alors que le délai des biopsies était plus court justement chez les patients diabétiques, donc était plutôt en leur faveur. Donc vraiment une progression plus importante. Et d'une manière un petit peu générale, là, si on regarde le cumul des patients donc, qui prennent un stade de fibrose supplémentaire au cours du suivi, on voit qu'il y a un petit peu plus d'un quart des patients qui, au bout de 5 ans, ont pris un stade de fibrose. Donc ce qui laisse penser qu'il y a 0,15, 0,20 stade de fibrose qui est acquis tous les ans, avec une vitesse de progression un petit peu plus importante chez les diabétiques. Je pense que c'est important d'avoir ce type de chiffre en tête parce que ça permet de se dire un peu dans le suivi des malades, on les a vus, on les a diagnostiqués, j'ai mes tests non invasifs, quand est-ce que je dois un peu plus m'inquiéter de l'apparition d'une fibrose sévère, de changer un peu le monitorage. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de données précises sur ce point-là, donc je trouvais ça assez pratique. L'autre papier, lui aussi très pratique, s'intéresse cette fois-ci au pronostic et toujours l'utilisation des tests non invasifs dans la fibrose.
je vous épargne pareil l'introduction sur la stéatohépatite métabolique et la fibrose. On sait que la fibrose, c'est le marqueur de gravité et d'événements cliniques à long terme. Finalement, on sait que les marqueurs non invasifs, c'est des outils diagnostiques qui sont hyper intéressants pour évaluer la fibrose. Mais finalement, même remarque, en termes de pronostic clinique et des patients, quelle valeur ça peut avoir par rapport à la biopsie. Donc là, c'est une méta-analyse de données individuelles. Ils ont fait une revue de la littérature, contacté les auteurs de 65 études qui se sont intéressés au diagnostic transversal de la fibrose. Il y en a 25 qui ont répondu, avec des marqueurs non invasifs, un suivi supérieur à 1 an, une biopsie et le FibroScan, le FibCat et le NAFLD Fibrosis Score. Ils ont récupéré toutes ces données et ils sont intéressés comme critère de jugement à la mortalité toute cause et hépatique et aux complications de la maladie grave du foie, carcinome hépatocellulaire, transplantation et complications de la cirrhose. Une cohorte très conséquente, on est sur 2500 patients qui ont été suivis pendant plus de 3 ans là aussi. Là, une population pareille de maladies stéatosiques du foie, un IMC supérieur à 30 chez 40% des patients. Là, il y avait un équilibre du sexe ratio qui était plus satisfaisant. Et la répartition de la fibrose, 30% de F1, 20% de F2, 20% de F3 et 12% de F4, donc un petit peu plus équilibré vers le grave, mais qui reste une population très représentative de ce qu'on voit finalement. Une élasticité médiane à 8,6, donc dans la moyenne. Quand on regarde les résultats, on a en haut à gauche le pronostic clinique en fonction de la biopsie. Donc là, on a les 3 groupes qu'on reconnaît bien. Fibrose minime, très peu d'événements. Fibrose F3, on voit que ça commence quand même à survenir un peu plus. Et effectivement, la fibrose F4 de manière très significative. Pour l'élasticité hépatique, ils ont coupé en 3 groupes là aussi avec des valeurs qu'on retrouve dans la littérature, 10 et 20 kPa. Et on voit qu'on a aussi une bonne discrimination finalement des groupes par rapport aux événements cliniques en termes de complications à long terme, cardiovasculaires, hépatiques, etc. On retrouve aussi un petit peu la même chose avec le FIB4. Ce qu'on peut reprocher, c'est que c'est peut-être un petit peu dévié vers les formes les plus graves, où on voit qu'on a un groupe avec le FIB4 supérieur à 2,67 qui a beaucoup d'événements. Finalement, on discrimine un petit peu moins bien les 2 groupes, même si c'est statistiquement significatif, qu'il y a moins la répartition. En tout cas, sur le principe, ça montre bien que finalement, le test non invasif sur une cohorte gigantesque, 2500 malades, c'est quand même des choses très impressionnantes, ont une valeur diagnostique pour la fibrose et ça peut servir sur le pronostic. Donc ça pose la question après du suivi, de les valeurs répétées. Il y avait des travaux qui avaient été faits déjà par votre équipe qui avaient montré que c'était intéressant. Là, c'est sur des ordres de grandeur plus importants. Si ça se confirme, c'est vraiment des outils qu'on utilise de plus en plus et qu'il faut utiliser sans scrupule. Ils se sont intéressés aussi à l'AUC en fonction du temps. Donc on a l'habitude de ces AUC où en fait pour une valeur diagnostique à temps 0, on a une aire sur la courbe à 0,85, 0,95. Et là en fait ils ont regardé cette même AUC qui est représentée sous forme de courbe puisqu'on l'a calculée à chaque date. Donc vous avez l'AUC à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc on voit sur la gauche la biopsie avec une AUC qui ondule entre 70 et 80. Et on voit finalement que l'élasticité a à peu près la même courbe, tout à fait similaire. Donc on voit qu'au cours du temps, en fait, la valeur pronostique en fonction du temps ne change pas. C'est pas qu'un pronostic à court terme, elle reste valable à long terme. Donc ça indique bien comment va évoluer le malade. Et c'est vraiment quelque chose qui est informatif. Ils ont regardé ensuite, toujours pareil, en multivarié pour ajuster sur les différents paramètres qu'ils avaient à disposition, les valeurs d'événements cliniques et donc le hazard ratio associé à la sévérité de la fibrose. Donc on voit en haut sur le tableau avec un hazard ratio qui augmente avec la fibrose et on retrouve la même chose avec l'élasticité et le FIB4, donc qui confirment les résultats qu'ils montraient avant en juste survie actuarielle. C'est vraiment associé au pronostic clinique à distance chez ces patients, donc vraiment des outils qui sont pertinents, pas juste pour le diagnostic, c'est pronostic. Ça a des implications, parce qu'après, dans le suivi des interventions métaboliques qu'on peut avoir, du traitement, ça pose la question de est-ce que si on modifie ces courbes, est-ce qu'on modifie aussi le pronostic et peut-être de se passer de ces biopsies qu'on est obligé de faire à répétition dans les essais cliniques. Un autre papier sur lequel je vais passer brièvement, qui est assez simple mais que je trouve très intéressant là aussi en pratique parce que c'est une question qui vogue depuis très longtemps et qui est peut-être enfin à trancher, qui s'intéresse donc au méthotrexate et la fibrose. Alors très rapidement, le méthotrexate, c'est un médicament qui est couramment utilisé dans certaines maladies inflammatoires chroniques, en rhumatologie, dermatologie en particulier. On sait qu'il y a une toxicité aiguë par l'effet antimétabolique et surtout qu'il y a une toxicité chronique avec une dose cumulative, un risque de fibrose du foie qui se majore et des recommandations chez les rhumatologues dermatologues qui recommandent de faire régulièrement suivi des transaminases, plus ou moins biopsie hépatique s'il y a de la cytolyse. On nous adresse les patients, on est un peu embêté puisqu'on sait que les études Princeps étaient quand même de très faible qualité et que vraisemblablement il n'y avait pas d'impact si fort que ça, mais sans que j'ai plus une impression clinique que des faits scientifiques vraiment propres.
Là, c'est une cohorte transversale multicentrique anglaise, diagnostic de polyarthrite rhumatoïde ou de psoriasis depuis au moins 2 ans. Ils ont récupéré tous les patients qui ont été exposés au méthotrexate pendant plus de 6 mois et des patients qui n'en ont jamais eu. Ils ont exclu toutes les maladies chroniques du foie, sauf évidemment l'alcool et le syndrome métabolique, donc c'est que les hépatites virales et les autres maladies associées, une élastométrie et les tests biologiques standards, une population, donc presque 900 malades sous méthotrexate, donc là très conséquente, les patients contrôle 120, plus faible, mais ça reste quand même confortable. Des populations presque comparables, on voit qu'en fait, il y a moins de consommation d'alcool chez les patients qui sont sous méthotrexate. Ça a probablement un peu le biais du rétrospectif, c'est que ceux qui avaient une consommation excessive d'alcool, on leur a peut-être pas mis méthotrexate, et qu'il y avait un petit peu plus de syndrome métabolique, mais finalement plutôt en faveur du groupe sans méthotrexate. Une dose cumulée qui est de 15 grammes, donc une belle exposition au méthotrexate sur une durée de presque 5 ans, donc vraiment des patients qu'on considère exposés, donc à risque de fibrose si on suit les recommandations qu'il faut surveiller de près. Quand on regarde les résultats, finalement une élasticité qui est exactement identique, voire peut-être même un tout petit peu plus faible chez les patients qui sont sous méthotrexate, donc pas de différence significative. Et quand on regarde le groupe de fibrose sévère, là aussi pas de différence significative, voire plutôt en faveur du méthotrexate, mais ça c'est peut-être biaisé avec la prévalence de la consommation d'alcool. En résumé, pas de différence d'élasticité. Quand ils se sont intéressés en multivarié sur quels étaient les facteurs de risque associés à une élasticité qu'ils ont considéré élevée, ils ont pris le cutoff de 7,9 kPa. Bon, on peut discuter, mais enfin, ça reste assez précautionneux comme cutoff. Et finalement, aucune association avec le méthotrexate, avec une élasticité qui soit plus élevée. On retrouve les facteurs qu'on attend de manière évidente, la consommation d'alcool, l'âge, le sexe masculin, le syndrome métabolique, qui sont associés à une élasticité plus forte. Mais finalement, le méthotrexate ne ressort pas du tout. Donc finalement, quelque chose d'assez intéressant aussi sur la pratique clinique pour pouvoir répondre à nos correspondants. Oui, enfin c'est même très important parce que ça rebat complètement les cartes. Hein. Tu l'as dit au début de l'étude, il y a quand même les gros prescripteurs, c'est dermatologues, rhumatologues, ils ont des sociétés savantes avec des recommandations, des doses cumulées. On est complètement en train de changer le paradigme. Hein. Donc maintenant, en pratique, tu penses qu'il faut faire quoi? On arrête tout? Alors arrêter tout, bon déjà... La réponse facile, c'est effectivement s'il y a un syndrome métabolique ou une consommation excessive d'alcool ou régulière, on rentre dans le paramètre de surveillance comme recommandé par la FEF pour ces maladies spécifiques du foie, maladies du foie liées à l'alcool, stéatopathie métabolique. Ça, la question ne se pose pas, indépendamment du méthotrexate, en fait. Voilà. Après, effectivement, pour un patient qui n'a pas de facteur de risque, c'est vrai que dans les recommandations de la FEF sur les tests non invasifs, on ne s'était pas penché sur la question, on n'a pas travaillé avec les dermatos et les rhumatologues. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse pour changer un peu le message, parce que clairement, c'était un peu l'impression clinique que tout le monde avait. On disait « Oh, je pense qu'il n'y a pas grand-chose », mais on n'avait pas de chiffres. Là, on commence quand même à avoir quelque chose d'assez conséquent qui nous dit « Bah non, effectivement, il n'y a pas de conséquences si on n'a pas les facteurs de risque associés ». Donc clairement, ça remet en cause ça. Et ça permet d'avoir un petit peu d'arguments scientifiques pour répondre non, vous en faites pas, ce qui est quand même plus confortable. Je vais vous parler maintenant un petit peu de cirrhose grave. Donc là aussi, tout en essayant de rester un peu dans la pratique quotidienne ou régulière. Le premier papier que j'ai trouvé assez pertinent et amusant, en fait, c'est intéressé à la ligature de varices œsophagienne de manière préventive et aux troubles de la coagulation. Alors les ligatures, bon, je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer ce que c'est. On sait que c'est une procédure considérée au risque hémorragique, avec 2 à 10% de récidive hémorragique post-geste. Quand on parle que des épisodes hors hémorragie active, on parle de la ligature itérative programmée. On sait quand même que c'est possible sans avoir besoin d'arrêter les anticoagulants. Ça, c'est dans leurs recommandations, il n'y a pas de problème. Il y a quand même des hémorragies post-geste dans plus ou moins 20% des cas dans les séries, donc ce qui est quand même pas non négligeable avec la chute d'Escarpe. Mais il n'y a finalement pas de données sur les anomalies spontanées, ces patients qu'on voit arriver à 20 000, 30 000 plaquettes, qui ont un INR à 3, 4 de manière spontanée. Est-ce qu'on va avoir un problème à faire les gestes? Est-ce qu'il faut prendre des mesures particulières? De temps en temps, il y a des anesthésistes qui sont un peu retors, et finalement, pas vraiment de réponse à apporter. Ça, c'est un travail autrichien, une cohorte rétrospective, cirrhose avec hypertension portale, uniquement des ligatures de varices œsophagiennes programmées. Et ils ont fait 2 groupes, un groupe à risque, moins de 50 000 plaquettes ou INR supérieur à 1,5, et un groupe sans facteur de risque particulier. Ils se sont intéressés aux épisodes hémorragiques à 30 jours après la ligature, encore une fois programmée, on ne parle pas d'hémorragie aiguë. Des populations assez conséquentes, à gauche en fonction des plaquettes, à droite en fonction de l'INR, donc c'est la même population hein, avec deux critères de séparation différents, un petit peu plus de 600 malades, avec une centaine de malades ayant moins de 50 gigaparlitres de plaquettes,
et 150 malades qui avaient un INR supérieur à 1,5. Une population assez similaire à ce qu'on retrouve en France, alcool 30%, virus 30%, pas les métaboliques bien définis, ça c'est probablement des trucs rétrospectifs un petit peu plus anciens, et des malades pas très sévères, un MELDA 13, 2-3 séances de ligature par an en moyenne, donc voilà, un cirrhotique stable avec une cirrhose compensée, on lui fait un programme d'éradication de varices, et qu'est-ce qui se passe ? Le résultat, c'est qu'il y a 2,6% d'hémorragie post-ligature. Donc, c'est les chiffres qui sont finalement attendus hors anticoagulation, donc dans une population de cirrhose normale. Donc, c'est cohérent avec ce qui existe déjà. Aucune différence chez les patients qui avaient moins de 50 gigaparlitres de plaquettes. Aucune différence chez les patients qui avaient un INR élevé. Seul facteur de risque, finalement, qu'ils ont réussi à identifier, c'est la bilirubine. De manière indirecte, la sévérité de la cirrhose, ce qui finalement est un petit peu logique, même si sur le TP, ça ne marchait pas. Pas de différence non plus en fonction de petites varices où on est en fin de programme ou grosses varices qui sont un peu plus à risque hémorragique. On a la probabilité cumulée en haut à droite. Là, la même courbe pour l'INR. On voit qu'elles sont vraiment complètement superposables. Et sur les plaquettes, là aussi complètement superposables. Donc finalement, aucune différence significative. Pas d'inquiétude à avoir, pas de transfusion de plaquettes, pas de, comme de temps en temps on nous pose la question de savoir s'il faut passer du PFC ou des choses comme ça. Vraiment rien de particulier. Pas de surrisque hémorragique. L'autre étude un peu amusante, alors c'est pas vraiment de la pratique, mais c'est pour le plaisir de débattre de l'albumine, qui est un vieux serpent de mer dans la cirrhose, au-delà du côté hémodynamique, de ses vertus peut-être anti-inflammatoires, antioxydantes, etc. Donc là, c'est un travail qui s'est intéressé à l'encéphalopathie hépatique chronique et les perfusions d'albumine. Alors, l'encéphalopathie hépatique, une atteinte qui peut être sévère chez les cirrhotiques, plus ou moins subentrante, plus ou moins facile à diagnostiquer. On sait que ça altère la qualité de vie, c'est associé à des chutes, des accidents, une mortalité. Assez peu d'options thérapeutiques très efficaces, dont on ne débattra pas ici, mais voilà, on a des médicaments, mais qui ne sont pas parfaits. Et l'albumine qui a potentiellement un effet antioxydant et anti-inflammatoire, dont des petites études ont montré des résultats contradictoires, mais laisseraient penser que peut-être ça peut avoir un effet bénéfique sur l'encéphalopathie hépatique. Donc là, ils ont fait un essai prospectif, randomisé, en double aveugle, 30 malades de chaque côté. C'était des patients cirrhotiques avec au moins un épisode d'encéphalopathie clinique résolu, et sous traitement par lactulose et rifaximine depuis plus de 2 mois, donc des patients encéphalopathes régressifs, traités au long cours, stables, et qui n'ont pas reçu de perfusion d'albumine depuis plus de 3 mois. Donc stabilisés. Ils les ont randomisés pour recevoir ou pas des perfusions d'albumine, 25%, 1,5 g/kg en IV, une fois par semaine, pendant 5 fois, et ils les ont suivis pendant jusqu'à 1 mois après la dose. Sans dépasser évidemment 40 grammes d'albumine et sans dépasser la dose de 100 grammes par perfusion pour éviter les complications qui peuvent être associées. Donc des perfusions d'albumine itératives. 24 patients dans chaque groupe, on voit que c'est essentiellement des patients alcooliques et métaboliques, un MELD qui était à 10, l'âge moyen c'était 60 ans, des cirrhoses stables. On regarde surtout les chiffres qui sont en bas, ils ont fait donc toute l'évaluation de l'encéphalopathie hépatique avec le Stroop test, le Critical Flicker Frequency et le PHES. En fonction du test, entre 80 et 95% des patients avaient une encéphalopathie hépatique chronique minime, donc infraclinique, et étaient un peu les candidats chez qui on n'a pas beaucoup de ressources. Quand on regarde les chiffres, à gauche, les courbes, les barres, les histogrammes chez les patients chez qui on faisait de la perfusion d'albumine. Au milieu, les patients qui étaient sous placebo. On voit qu'après albumine, tous les tests d'encéphalopathie hépatique chronique infraclinique s'améliorent de manière statistiquement significative, avec une amélioration aussi de la qualité de vie et de l'état mental des patients, que je ne détaillerai pas ici. Mais finalement, effectivement, un effet bénéfique de ces perfusions d'albumine itératives. Après, il y a toute une élaboration qu'ils font sur les marqueurs d'inflammation, le stress oxydant, circulation. Il y avait toute une petite partie fondamentale qui est plus complexe, mais qui fait se poser peut-être un peu la question. L'albumine, on sait que c'est un effet bénéfique pour les ponctions d'acide, syndrome hépato-rénal, etc. Il y a peut-être toujours cette hypothèse d'effet anti-inflammatoire, antioxydant qu'il faut peut-être creuser et qui peut être très séduisant. Pour parler maintenant de transplantation hépatique, là aussi je vais essayer de choisir des papiers que j'ai trouvés très pratiques et qui parlent de manière large. Le premier s'est intéressé à la cyclosporine versus le tacrolimus chez les patients qui ont une cholangite sclérosante primitive. On sait que c'est une maladie
grave. La transplantation, c'est la prise en charge de dernier recours. Et le gros problème dans cette pathologie, c'est la récurrence. 20 à 30% des patients, ça dépend de la définition, c'est compliqué à évaluer, mais on sait que ça récidive chez grosso modo un tiers des patients. C'est lié à une perte de greffon, au décès des malades. Et finalement, on n'a pas d'option thérapeutique qui soit efficace. On ne comprend pas bien la physiopathologie, le diagnostic différentiel, comme je le disais, est compliqué. C'est une situation qui est vraiment extrêmement désagréable. La question, c'est l'impact du type d'immunosuppression qu'on veut utiliser chez ces malades. Il y a un travail qui a été fait il y a peu de temps qui avait montré que la cyclosporine, qui est un immunosuppresseur qu'on n'utilise pas beaucoup, a un effet plutôt très favorable dans la cholangite biliaire primitive et remettait un petit peu en question le dogme de l'immunosuppression one size fits all, c'est-à-dire la même chose pour tout le monde. Et là, donc, il pose la question, dans la cholangite biliaire primitive, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça donne dans la cholangite sclérosante primitive ? Très gros travail multicentrique de cohorte, 174 centres inclus, tous les patients majeurs transplantés pour une cholangite sclérosante primitive de 2000 à 2020 qui ont été traités par tacrolimus ou cyclosporine pour lesquels il y avait des informations de switch d'immunosuppression et de durée d'exposition au cours du suivi. Ils ont adapté tout ça avec un score de propension pour essayer de corriger l'hétérogénéité des patients en fonction des centres qui sont matchés dans la même année. Donc il n'y a pas de mélange des patients greffés en 2000 et en 2020, c'est dans chaque année ils ont refait les cohortes, ajusté sur l'âge, le sexe, le mismatch de sexe entre le donneur et le receveur, la présence d'un cancer, le mismatch ABO, l'association aux autres immunosuppresseurs, et ils ont pris un patient sous cyclosporine pour 3 sur tacrolimus en termes de ratio. Ils se sont intéressés à la survie globale, survie du greffon, récidive de la maladie et rejet confirmé par une biopsie. Je suis désolé, les chiffres sont un peu petits. 400 malades inclus dans le groupe cyclosporine, 1200 dans le groupe tacrolimus, donc très très grosse cohorte. Je ne détaille pas les indications, mais l'immense majorité, c'était principalement pour la cholangite sclérosante primitive qu'ils étaient greffés, prédominance d'hommes, l'âge plutôt jeune, 45 ans, ça va avec l'histoire de la maladie, ce n'est pas des cirrhoses métaboliques ou alcooliques greffées pour cancer. À peu près la moitié avait une maladie inflammatoire chronique de l'intestin associée, etc. etc. Quand on regarde les résultats, donc là c'est la survie à gauche des patients, à droite du greffon, on voit qu'il y a un bénéfice pour la courbe en bleu foncé, c'est la courbe sous tacrolimus, qui est statistiquement significative en termes de patients et en termes de greffon à toutes les suivis du temps. Donc clairement un bénéfice du tacrolimus par rapport à la cyclosporine en termes de survie et de suivi. Si on s'intéresse maintenant à la survie et au risque de récidive. Alors la courbe est en miroir, on a à gauche la cyclosporine avec un cumul qui se fait vers le centre et à droite le tacrolimus avec un cumul là aussi qui se fait vers le centre. On s'intéresse à la récidive, c'est la partie qui est en bleu foncé tout en bas et en fait il n'y a pas de différence significative en termes de récidive de cholangite sclérosante primitive, que ce soit sous tacrolimus ou cyclosporine. On garde le bénéfice de survie, on voit que la courbe est plus favorable du côté tacrolimus, mais finalement, tant en termes de survie qu'en termes de récidive de la maladie sur greffon, un effet bénéfique du tacrolimus. Ouais, donc traitement un peu personnalisé, quelque part, dans cette maladie chronique du foie. Moi, ça me fait penser aux complications métaboliques des immunosuppresseurs. Donc, est-ce que tu penses que cette petite musique de traitement personnalisé, on va l'étendre aussi aux autres causes de maladies chroniques du foie, au CHC aussi, avec éventuellement l'effet antitumoral, qui est encore controversé. Qui reste discutable, mais qui effectivement pose question. En tout cas, on sait qu'il y a un rôle de l'immunosuppression là-dessus, mais effectivement, on a eu la révolution des immunosuppresseurs qui ont apporté un confort extrêmement important dans le suivi des greffés, en termes de suivi des résiduels, etc., qui ont amélioré la prise en charge en simplifiant le traitement du rejet. Mais finalement, là, on revient un peu avec la cholangite biliaire primitive, donc le bénéfice potentiel de la cyclosporine. Là, on voit que le tacrolimus, c'est pas la même chose. Donc, on peut pas transposer tous les résultats en fonction des maladies. Et effectivement, chez les patients métaboliques qui deviennent une part de plus en plus conséquente, on sait qu'il y a des médicaments qui sont prodiabétogènes, qui vont favoriser syndrome métabolique, d'autres qui vont provoquer des dyslipidémies, des hypertriglycéridémies. On n'a pas, la corticothérapie évidemment, on n'a pas encore de données claires là-dessus, mais il va falloir qu'on se pose la question et vraiment il va y avoir une adaptation à faire, une personnalisation du traitement pour essayer d'optimiser la survie à long terme. Finalement, la greffe, maintenant, on sait faire, on sait qu'ils sont vivants à 1 an. Les complications, c'est à moyen et long terme sur lequel il va falloir continuer à travailler. Et là, il y a une personnalisation qui va être très intéressante finalement aussi à développer et qui pose pas mal de questions.
Et justement, pour finir, un dernier travail français sur l'hépatite auto-immune, et là aussi la question de la personnalisation et des immunosuppresseurs dans l'hépatite auto-immune en post-transplantation hépatique. Deux contextes pour l'hépatite auto-immune, les formes suraiguës, les formes chroniques. On sait que c'est une indication qui est excellente, avec un très bon pronostic. Une récurrence qui est plus ou moins fréquente, là aussi très difficile à définir, parce que c'est histologique, parce que c'est de l'hépatite auto-immune de novo, de la récidive, du rejet, des lésions qui ne sont pas très claires. En fonction de la définition, on va de 10 à 70% en termes de récidive. Qu'est-ce que c'est l'histoire naturelle, les facteurs de risque, et surtout quelle est la place de la corticothérapie? Il y a une antienne, une vague idée qui traîne, qu'il faut les laisser un petit peu sous corticoïdes au long cours, qui reste discutable. Il y a un travail qui avait montré aussi de manière rétrospective que le mycophénolate mofétile pouvait être associé à peut-être plus de récidive. Donc là aussi, on est un peu dans la question comment on peut traiter nos patients pour essayer d'éviter la récidive, d'optimiser la survie et la survie du greffon. Donc là, c'est une cohorte rétrospective française. Tous les patients de plus de 16 ans, transplantés pour une hépatite auto-immune entre 1985 et 2018, critères diagnostiques classiques de l'EASL. Ils ont récupéré toutes les données cliniques et biologiques, traitement immunosuppresseur avant la greffe, pendant la greffe et de la récidive à récidive s'il y a. Ils sont intéressés de manière classique, survie globale et survie du greffon, rejet, parce que c'est important, et complications biliaires éventuellement, en fonction de ce qui se passait. 344 patients inclus, donc très grosse cohorte, âge moyen 43 ans, le phénotype de l'hépatite auto-immune, donc plutôt féminin, essentiellement des hépatites auto-immunes de type 1, des formes aiguës dans 20% des cas, donc plutôt dans la maladie chronique, avec un suivi moyen qui est à 6 ans. Quand on regarde la prévalence de la récurrence après la transplantation, finalement on est sur des taux pas si élevés mais quand même significatifs. À 10 ans, on est à 25%. 20 ou 30 ans, on atteint presque les 40-50%. Donc ça commence à venir de manière assez importante. Quand ils sont intéressés aux facteurs multivariés, finalement la corticothérapie n'a aucun bénéfice à long terme en termes de prévention de la récidive. Le seul élément qui ressort en multivarié, finalement, c'est le mismatch CMV D plus R-, donc un donneur qui se fait des CMV+, et un receveur qui l'est moins, avec en univarié la survenue d'une maladie CMV qui était associée au rejet et à la récidive, mais finalement pas grand-chose d'autre qui soit vraiment significatif. Et éventuellement, la présence de maladies auto-immunes associées qui étaient limite de signification, mais essentiellement rien. Le CMV, le mycophénolate ne ressortait pas. Donc quelque chose d'intéressant, mais qui ne va pas pour l'instant modifier les pratiques, mais en tout cas permet de se rassurer vis-à-vis de l'utilisation du mycophénolate mofétile chez les patients qui ont une hépatite auto-immune à la transplantation. Chez les patients qui ont une récidive, un quart vont développer une cirrhose, donc c'est un petit peu la forme la plus grave, la perte du greffon, on va devoir aller à la retransplantation s'ils sont encore en âge de pouvoir le faire. Les facteurs de risque qu'ils ont identifiés, c'est un âge précoce, moins de 40 ans à la greffe, des IgG très élevés et les formes fulminantes qui vont avoir plus de tendance à faire des récidives. Eh bien, merci beaucoup, Édouard. Il est temps maintenant de passer à la dernière partie de cette webconférence qui sera présentée par Aurélie Plessier, qui va nous parler, sans surprise, d'hypertension portale et de maladies rares du foie. Bonsoir Aurélie, c'est à toi que revient l'honneur de parachever cette webconférence. Merci beaucoup. Je vais donc vous parler plutôt de l'hypertension portale, des complications de la cirrhose et des maladies rares du foie. Et encore une fois, l'élastographie, qui est incontournable à la fois dans le diagnostic et le pronostic de l'hypertension portale significative et de la maladie chronique hépatique avancée. Donc un premier papier, une méta-analyse multicentrique qui évalue la mesure de l'élasticité splénique pour le diagnostic de l'hypertension portale cliniquement significative. Je vous rappelle brièvement que Baveno, avec sa règle des 5 pour l'élasticité hépatique et le seuil de plaquettes à 150 000, Baveno 7, a essayé de mieux estimer ce pronostic de maladie hépatique chronique avancée et également de l'hypertension portale cliniquement significative. Donc, 2 chiffres à retenir. Une valeur d'élasticité inférieure à 15 kPa et un taux de plaquettes supérieur à 150 000 qui signait le fait qu'il n'y avait pas d'hypertension portale cliniquement significative. Et à l'inverse, une élasticité supérieure à 25 kPa qui permettait
de faire le diagnostic d'hypertension portale cliniquement significative. Évidemment, il restait une zone grise et l'élasticité splénique a également été évoquée dans Baveno 7 et ça va être l'objet de ce travail avec un premier seuil de single cutoff à 40 kPa à la fois pour faire la règle du rule-out et toujours ce seuil de 40 kPa de l'élasticité splénique avec une hypertension portale cliniquement significative si 2 des 3 critères étaient obtenus. Un deuxième cutoff qui instaurait un deuxième chiffre d'élasticité splénique inférieur à 21 kPa pour éliminer une hypertension portale cliniquement significative et un seuil à 50 kPa à l'inverse pour faire le diagnostic d'hypertension portale cliniquement significative. Donc cette étude était une revue systématique et une méta-analyse de données individuelles chez des patients qui avaient tous un gradient portosystémique et une élasticité splénique chez des patients avec une maladie chronique avancée. Donc, on évaluait ces deux algorithmes que je vous ai décrits précédemment. Donc, beaucoup de patients, encore une fois, 1245 patients avec cirrhose compensée et mesure du gradient et l'élasticité splénique. Et dans ce travail étaient individualisées 7 études qui utilisaient le FibroScan et ces 7 études incluaient 600 malades et une cohorte de 403 patients qui n'avaient jamais décompensé et ça, les données étaient parfaitement vérifiées. Cette cohorte était également comparée à la cohorte de 600 patients pour lequel il y avait des données manquantes pour cette notion-là. Vous pouvez voir que le taux médian la valeur médiane du gradient était autour de 13 chez les patients et les patients avaient des larges varices chez 27% dans cette cohorte analysée. Donc voilà les résultats importants. Donc le premier résultat, vous voyez, qui évalue le modèle de Baveno 7 et vous voyez que ces résultats valident ce qui a été décrit pour Baveno 7 avec quand même une zone grise de 48% et seuls 57% des patients avec hypertension portale cliniquement significative correctement identifiés. Lorsqu'on utilise le dual cutoff, la zone grise est un peu moins importante, 32%, et 76%, donc plus de patients correctement identifiés avec une valeur prédictive positive de 93%. Et lorsqu'on utilise le single cutoff, une zone grise moins fréquente de 9%, avec 88% des patients bien identifiés et une valeur prédictive positive de 92%. Et ces résultats étaient similaires, que ce soit dans la cohorte totale ou dans la cohorte compensée, mieux caractérisée. Attention, malgré tout, la valeur prédictive négative était plus faible dans le groupe du single cutoff pour les patients qui avaient une maladie du foie non virale et les patients non obèses, mais la valeur prédictive positive restait excellente. Le shear wave, l'élastographie a aussi été évaluée et ici les résultats sont moins probants avec une cohorte suboptimale dans cette situation. Donc en conclusion de cette étude, on a pu valider les critères de Baveno 7, mais il reste un grand nombre encore de patients en zone grise avec ces seuls critères de Baveno 7. En revanche, lorsqu'on inclut l'élasticité splénique dans les algorithmes, ça permet de diminuer le nombre de patients de la zone grise de 48% à 9% en utilisant le FibroScan et d'augmenter la détection des patients avec hypertension portale cliniquement significative qui seront ensuite éligibles à un traitement par bêta-bloquant. En revanche, la 2D shear wave élastographie, il faudra d'autres études pour valider tout cela. Donc un autre travail, cette fois de l'équipe de Vienne, pour évaluer l'élasticité hépatique, pour prédire l'évolution chez les patients ayant une maladie chronique avancée. Et donc c'est une évaluation dynamique au cours du temps de cette élasticité hépatique.
Donc l'objectif était d'évaluer l'intérêt de mesures répétées de cette élastométrie hépatique, cette fois pour prédire les événements cliniques. Il s'agit d'une étude de cohorte rétrospective monocentrique. Les patients avec une maladie hépatique chronique ayant bénéficié de 2 évaluations de l'élasticité hépatique à 6 mois d'intervalle étaient inclus et étaient exclus les patients avec des maladies hépatiques complexes, rares, greffées. Il y avait une stratification à l'inclusion en fonction de la gravité de l'hépatopathie, en particulier en fonction de la valeur de l'élasticité hépatique, avec un seuil à 10 kPa pour stratifier ces patients. Et le critère de jugement principal était la survenue de décompensation hépatique. L'analyse statistique était basée sur 4 modèles, un modèle non corrigé et puis des modèles qui prenaient en compte des risques compétitifs, le traitement curatif et la cause de l'hépatopathie, ou les deux. Donc vous voyez ici les caractéristiques de ces patients. Évidemment, sans surprise, les patients avec maladie chronique avancée étaient plus sévères et avaient également une élasticité hépatique plus élevée, donc des caractéristiques assez habituelles, également en termes de cause de la maladie chronique du foie. Donc voici les résultats. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les 2 dernières lignes. Vous pouvez voir que il y avait, selon les groupes, donc sans maladie chronique avancée, avec une maladie chronique avancée compensée et avec une maladie chronique avancée décompensée. Vous voyez que plus la maladie est sévère et plus il y a un risque d'augmenter de plus de 20% l'élasticité hépatique et que les patients ont un risque d'avoir une élasticité hépatique supérieure à 25 kPa de façon beaucoup plus fréquente, évidemment, lorsque la maladie hépatique est décompensée. Et vous voyez que ceci est largement associé au risque de décès, au risque d'avoir un carcinome hépatocellulaire et d'évoluer vers une greffe hépatique. Les performances des modèles à d'autres marqueurs non invasifs étaient effectuées et ces performances étaient meilleures lorsqu'on utilisait l'élasticité hépatique dynamique par rapport à ces autres marqueurs non invasifs. Donc voilà la diapositive la plus importante de résultats. Donc chez les patients ayant une maladie chronique avancée compensée, entre les 2 premières mesures d'élasticité hépatique, les critères de Benvenot-7 ou l'augmentation de l'élasticité hépatique ou une élasticité hépatique qui était supérieure à 20 kPa au moment de la 2e mesure permettaient d'identifier des patients plus à risque de décompensation à 48 mois après la 2e mesure. Et vous voyez bien la différence très significative entre ces 2 courbes mauve et bleu qui signent cette progression de l'élasticité hépatique et la gravité du pronostic. Donc en conclusion, le suivi de l'élasticité hépatique permet d'affiner la prédiction du risque de décompensation chez les patients avec une maladie chronique du foie, en partie dans la maladie chronique du foie compensée. Et on peut retenir cette règle assez simple qui est qu'une augmentation de 20% de l'élasticité hépatique à 6 mois est associée à une augmentation de 50% du risque de décompensation hépatique et de décès de cause hépatique. Les analyses qui prennent en compte le traitement curatif de l'hépatopathie soulignent que la valeur prédictive de l'évolution de l'élasticité hépatique est encore plus significative après traitement. Donc, monitorer ces patients, répéter ces mesures de l'élasticité hépatique au cours du temps, même dans des maladies chroniques avancées. Un autre travail, et en particulier qui a été rapporté dans ces recommandations, très belles recommandations coordonnées par Christophe Bureau et Hélène Larue, supportées par la FEF, sur les indications du TIPS précisées et élargies, et en particulier pour prévenir les décompensations ultérieures ou améliorer la survie. Donc ici, l'impact du TIPS sur décompensation hépatique ultérieure a été évalué chez 3 types de patients qui avaient eu un TIPS, soit pour ascite, soit pour hémorragie varicose, soit qui avaient eu une encéphalopathie hépatique. Et l'indication du TIPS était ascite récidivante, TIPS préemptif, prévention de la récidive hémorragique, puisqu'il s'agissait d'une méta-analyse de données individuelles sur les différentes études dans ces 3 situations.
L'objectif, c'était l'incidence de décompensation ultérieure, donc définie comme plus haut, ascite, hémorragie varicose ou encéphalopathie hépatique, et survie après TIPS versus standard of care. Donc vous voyez tout de suite les résultats avec un très fort en faveur du TIPS pour prévenir la décompensation ultérieure et également pour la survie. Et le nombre de patients à traiter par TIPS pour sauver une vie est de 13. Donc une nouvelle notion pour le TIPS. Quand l'évoquait, on a vu que plusieurs situations étaient des indications au TIPS et maintenant on peut donc se poser la question de savoir si il faut rajouter une nouvelle indication pour le TIPS en tant que prévention de la décompensation ultérieure. Oui, mais on est de plus en plus interventionnel. Là, on a commencé sur l'hémorragie réfractaire, puis le TIPS préventif, l'acide réfractaire, on est passé à l'acide récidivante. Donc tu suggères qu'il est possible, dans certains cas, qu'on soit encore plus interventionnel et qu'on mette des TIPS encore plus tôt, avant l'acide ? Alors, il est peut-être un peu tôt pour que ça en fasse une indication en soi, et d'ailleurs, dans les recommandations de l'AFEF sur le TIPS, ça n'a pas été introduit comme une nouvelle indication, malgré cette très belle étude, mais il va falloir évaluer ça peut-être dans une étude randomisée contrôlée, par exemple, sur l'élasticité, en se basant sur l'élasticité hépatique, prenant tous les patients qui ont une élasticité hépatique avancée et qui n'ont pas encore eu de complications qui sont des indications aujourd'hui du TIPS. Donc, on verra, l'avenir nous le dira. Donc, quelques mots sur thrombosport-cirrhose et la place croissante des anticoagulants et cette belle méta-analyse de données individuelles qui évalue le fait de traiter par anticoagulant par opposition, comparé à l'absence de traitement. Et vous voyez que non seulement l'anticoagulant réduit toutes les causes de mortalité, et ce, indépendamment de la sévérité de la thrombose et surtout de la recanalisation, donc un effet bénéfique du traitement anticoagulant sur la survie globale, ce qui est donc bien, très encourageant dans cette situation. Maintenant, quelques mots sur les études pour les maladies rares et en particulier la place des nouveaux traitements et cette étude multicentrique sur l'efficacité de l'élafibranor dans la cholangite biliaire primitive. On sait qu'il y a un certain nombre de patients qui ont une réponse insuffisante à l'AUDC dans la CBP et que cette réponse insuffisante va gréver le pronostic. Les critères de résistance à l'AUDC varient selon les pays et les équipes. En gros, sont le plus souvent basés sur évidemment les phosphatase alcalines avec des critères souvent assez stringents. Et de plus en plus, des traitements de deuxième ligne dans cette situation ont été proposés, en particulier l'acide obéticolique et le bézafibrate, qui ont toutes les deux fait l'objet de très belles publications dans le New England Journal of Medicine, en association à l'AUDC. Cette étude avait comme objectif principal une réponse biochimique à la semaine 52, avec des critères usuels de réponse au traitement, et puis des critères d'évaluation secondaire qui étaient la normalisation de ces tests, l'évaluation du prurite et d'autres tests biologiques, ainsi que le score de fibrose. Il s'agissait d'une étude de phase 3, randomisée en double aveugle, contrôlée versus placebo, avec elafibranor 80 mg versus placebo et stratifiée selon la valeur de la sévérité de la maladie hépatique sur les tests biologiques. Les critères d'inclusion étaient d'avoir une réponse inadéquate à l'acide urso, donc d'être non répondeur à l'acide urso. L'acide ursodeoxycholique pouvait être poursuivi et c'était laissé au choix de l'investigateur. Et dans la première partie de l'étude, les patients étaient traités par elafibranor ou placebo en double aveugle pendant au moins 52 semaines. Et ensuite, le traitement, dans la deuxième partie, était poursuivi après la semaine 52 jusqu'à ce que tous les patients aient terminé l'évaluation de la semaine 52 ou jusqu'à un minimum de 104 semaines.
Et puis à la fin du double aveugle, il existait une période d'extension. Donc les caractéristiques des patients sont assez classiques. Vous voyez que les patients sont comparables, que ce soit en termes d'âge, de genre et de valeur biologique et de sévérité de la maladie hépatique, en particulier en termes d'élasticité hépatique, encore une fois. Et puis, vous voyez les résultats sur cette réponse biochimique à S52 avec des résultats très significatifs de l'élafibranor versus placebo chez ces patients dont je vous rappelle étaient de mauvais pronostics puisque non répondeurs à l'acide urso. Pareil, des résultats très encourageants sur les objectifs secondaires et également sur le prurite par rapport au groupe placebo, ce qui est très important puisque vous savez que dans l'acide obéticolique, il peut y avoir au contraire des exacerbations du prurite. En termes d'effets secondaires, un effet secondaire auquel il faut faire attention et être attentif, c'est sur l'augmentation des CPK et les atteintes musculaires qui sont plus fréquentes avec l'élafibranor. En conclusion, il semble que ce soit un traitement de deuxième ligne de la CBP efficace avec des effets secondaires relativement limités, en tout cas moins d'effets secondaires qu'avec l'acide obéticolique. On commence à être armé quand même avec la cholangine biliaire primitive. On a la UDC en première ligne. Après, on a l'OCA, on a le bézafibrate, maintenant l'élafibranor. Il y a d'autres médicaments PEPAR qui sont aussi à l'étude. Donc c'est bien, on va avoir de quoi traiter les patients. Mais je voudrais juste qu'on revienne quand même sur cette fameuse histoire du bézafibrate. C'est un traitement qui est très efficace, qui est pas cher, mais il n'a pas l'AMM. Il y a toute cette volée de nouveaux médicaments qui arrivent, qui eux font les études, qui déposent des dossiers, qui obtiennent des AMM, des demandes de remboursement. Donc est-ce qu'ils vont remplacer finalement notre bézafibrate qui au final marche très bien? Alors effectivement, le bézafibrate est un très bon médicament. D'ailleurs, les premières études datent des années, sont très très anciennes sur le bézafibrate. Donc, on a aussi un recul très bon avec ce médicament. Et finalement, Christophe Corpechot et puis son centre de référence, le réseau français des maladies auto-immunes et la filière Fil-Foie sont en train de réfléchir activement à un moyen de permettre d'avoir l'AMM. C'est pas facile, mais j'espère qu'ils vont réussir à l'obtenir pour le bézafibrate, effectivement, pour qu'il n'y ait pas, pour ne pas le sortir cette molécule très efficace de l'arsenal thérapeutique. Et le garder dans l'arsenal, oui. Oui, tout à fait. Donc, un autre travail sur le thalidomide pour les récidives d'hémorragie digestive dues à des angiodysplasies de l'intestin grêle avec des facteurs de risque donc de ces angiodysplasies qui peuvent être associés soit à la contractibilité intestinale, soit à des troubles vasculaires, en particulier aortiques, soit à des anomalies de la coagulation, qui en tout cas vont entraîner ces angiodysplasies que vous voyez sur ces images et entraîner des récidives hémorragiques. Voici les facteurs de risque de ces angiodysplasies gastro-intestinales dont je viens de vous parler et dont font partie les patients avec cirrhose. Je vous ai rappelé sur la gauche les différences entre la gastropathie d'hypertension portale et ces angiodysplasies. Cette étude vise à évaluer chez les patients qui ont des hémorragies réfractaires de l'intestin grêle l'efficacité à long terme du thalidomide. Donc le critère de jugement principal était la réduction de plus de 50% des épisodes hémorragiques un an après. Les critères secondaires étaient le fait d'avoir des arrêts de saignement sans récidive, moins de transfusion, moins d'hospitalisation due à l'hémorragie et des durées d'hémorragie, des taux d'hémoglobine différents chez les patients traités par thalidomide. Donc 150 adultes avec ces caractéristiques qui avaient eu plus de 4 hémorragies dans l'année précédente. Et vous voyez qu'il y avait 3 groupes
de randomisation, traité par 100 mg de thalidomide, 50 mg et un groupe placebo, et ce pendant une période de 4 mois, tous les jours. Là, c'est un peu petit, mais vous voyez que donc c'est une étude chinoise sur 10 sites en Chine qui a été réalisée pendant 4 ans, 206 patients éligibles, finalement 150 patients inclus et 50 patients par groupe. Et puis 97% des patients qui avaient une très bonne observance de la thalidomide ou du placebo. Donc voilà les caractéristiques des patients. Encore une fois, des patients qui étaient comparables en termes de facteurs de risque de ces angiodysplasies. Il faut juste noter qu'il n'y avait pas de patients avec une maladie de Randu-Osler qui aurait pu être inclus dans l'étude. Donc voilà les résultats. Des résultats significativement bons de cet effet du thalidomide sur le critère principal. Chez les patients qui prennent plus de milligrammes de thalidomide par rapport au placebo, une bonne efficacité de ces traitements. Et également sur les objectifs secondaires. C'est un peu petit, mais on peut voir que sur les objectifs secondaires également, on a des résultats satisfaisants. En termes d'effets secondaires, parce que le thalidomide fait toujours très peur depuis qu'il a été utilisé dans les années 60 chez les femmes enceintes essentiellement, finalement des effets secondaires effectivement présents, essentiellement neurologiques, avec des somnolences, des sensations un peu d'ébriété, et évidemment plus fréquents, avec des dosages plus élevés, mais pas non plus très sévères. Donc en conclusion, le thalidomide est efficace sur ces hémorragies qui sont quand même très invalidantes. Évidemment, les effets secondaires vont limiter la répétition des traitements, mais ça peut permettre de passer en tout cas un certain nombre de caps. À noter qu'il n'y a pas d'autre population que cette population chinoise et que ça n'a pas été testé dans la maladie de Randu-Osler. Quelques mots sur un sujet que j'aime beaucoup, qui est la mutation des gènes des télomères et les maladies chroniques du foie. Juste pour vous rappeler que lorsqu'il existe une mutation germinale d'un gène de la maintenance des télomères, on va avoir un raccourcissement des télomères qui peut entraîner un vieillissement précoce, une perte de fonction de la télomérase et va entraîner ce qu'on appelle les téloméropathies, qui sont des atteintes d'organes, de vieillissement précoce d'organes qui peuvent atteindre le poumon, la peau, le sang et également le foie. Et donc, plusieurs travaux avaient déjà regardé dans la NASH, par exemple, si ces télomères plus courts étaient associés à une évolution vers la cirrhose plus rapide. Et cette jolie étude qui est une cohorte prospective danoise qui fusionne 2 cohortes prospectives danoises a évalué si la longueur des télomères pouvait modifier ce risque de cirrhose du foie ou d'évolution vers un CHC ou vers un cholangiocarcinome. Donc la longueur des télomères était quantifiée par le rapport entre le nombre de répétitions de télomères et le nombre de copies du gène codant pour l'albumine. Et donc en fonction de cette longueur de télomères, on évaluait l'évolution vers la cirrhose, le carcinome hépatocellulaire ou le cholangiocarcinome. Alors ici, on voit que la zone grisée est l'intervalle de confiance de hazard ratio à 95% associé sur l'âge et le sexe, et on voit que pour le risque de cirrhose, il existe une association linéaire entre la longueur des télomères et le risque de cirrhose. Ici, vous voyez que pour le risque de carcinome hépatocellulaire, cette association n'est pas linéaire. Il semble qu'il y ait un surrisque significatif lorsqu'on a des télomères courts, mais peut-être aussi quand les télomères se rallongent, mais dans cette situation, ce n'est pas significatif.
Les télomères courts diminueraient la capacité régénératrice du foie et faciliteraient la fibrogénèse et l'évolution vers la cirrhose. Le risque de CHC est également associé à ces télomères courts et les patients avec les télomères les plus courts ont un risque également plus élevé de développer un cholangiocarcinome. Maintenant, quelques mots sur cette étude téloméropathie et d'atteinte hépatique. Vous voyez qu'ici, 137 patients qui avaient des mutations des gènes des télomères étaient analysés et suivis. Et vous voyez que chez ces 137 patients avec une mutation, 72% quand même avaient une maladie du foie. Une biopsie hépatique a pu être effectuée chez 52 sur 95 patients. Et on a eu quand même la surprise de voir qu'il y avait évidemment des fibroses avancées et des cirrhoses, mais surtout des maladies vasculaires portosinusoïdales dans 48% des cas. Ces patients pouvaient se décompenser leur maladie hépatique avec une survie globale de 80%. La décompensation et le décès étaient plus souvent associés chez les patients qui avaient d'autres cofacteurs d'une maladie du foie. Donc c'est important dans la prise en charge de bien rechercher ces cofacteurs et d'essayer de les traiter avec un FIB4 élevé. À noter qu'évidemment, ces patients ont souvent une atteinte extra-hépatique qui doit être recherchée au moment du diagnostic d'hépatopathie pour penser à cette téloméropathie avec des atteintes pulmonaires, donc des fibroses pulmonaires, des pancytopénies et des aplasies médulaires. Il peut y avoir aussi des atteintes ophtalmologiques, des atteintes osseuses avec des ostéoporoses précoces, des atteintes de l'immunité et puis les cheveux blancs précocement qui doivent alerter les pathologues. Et donc à noter qu'une maladie chronique du foie était 13 fois plus fréquente chez les patients porteurs de téloméropathie que dans une population témoin appariée. Voilà. Cheveux blancs précoces, c'est quand ? C'est plutôt autour de 20 ans. Vraiment tôt. Merci beaucoup Aurélie. Donc toutes les bonnes choses ont une fin. Et c'est la fin de cette webconférence. Donc je voulais remercier nos 3 orateurs pour leur excellent travail de reviewing. Je remercie également nos partenaires pour leur soutien institutionnel. Et n'oubliez pas les 2 grands rendez-vous de l'AFEF pour cette année 2024. Donc les 20 et 21 juin à Paris, la restitution des recommandations carcinome hépatocellulaire. Et bien entendu notre congrès annuel qui se tiendra cette année à Antibes du 2 au 4 octobre. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt lors des prochains rendez-vous de l'AFEF.